il y a eu beaucoup de coups bas, genre. Des coups de coude dans les côtes, C'est ça. coups de coude dans la gorge, Wow! même dans le visage et tout. Mais après, en vrai de vrai, on commence à beaucoup plus s'installer. Genre, nous, les Européens, que les Français, les Européens en Amérique, on commence à vraiment montrer ce qu'on sait faire. Et ils commencent vraiment à pas être paniqués, mais à vraiment nous prendre au sérieux. Bonjour. 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 Alors chacun de vous, présentez-vous, comment vous vous appelez, qu'est-ce que vous faites dans la vie et d'où vous venez. Bonjour, je m'appelle Noah Sangaré, j'ai 19 ans. Je joue au basket depuis que j'ai 5 ans, je crois. Et je viens d'Amarie-Lélise dans le 77. Je m'appelle Wesley Metellus, j'ai 23 ans. Et j'ai commencé le basket à 8 ans, en Suisse. Et là, je viens du 95 à Villers-le-Bel. Bonjour, je m'appelle Elohim Niebo, j'ai 19 ans, j'ai commencé le basket à 17 ans et là je joue au CS Mancy. C'est quoi qui vous a donné envie de faire du basket lorsque vous étiez petit? Moi, c'est mon père. Quand j'étais petit, j'allais voir ses matchs. Après, j'ai commencé à être conscient et du coup, je suis allé jouer au basket. Ok. Et toi? Iverson. Ah ouais, Allen Iverson direct? Clairement. C'est Pourquoi lui? spectaculaire. Ce que le mec arrive à faire dans cette ligue, à cette taille, énorme. Et je me suis dit que je peux le faire aussi. Ok. Et toi? Moi c'est les finales NBA 2016, j'ai commencé à ce moment-là. Magnifique. Ah Et ouais. Bon, t'es bon, t'es bon. le contre de LeBron en fait ça m'a donné envie de commencer et j'ai commencé avec mes amis. Et vous pensez que vous auriez pu faire un autre sport si le basket n'existait pas ou c'est vraiment le basket ou rien? Non. Bonne question. Non. Pour le coup, j'ai jamais eu d'autre visibilité sur autre chose. Hein. Même pas le foot? Le foot qui est le sport. Jamais. Non, en l'occurrence, je vais mentir si, en vrai, je dis que j'ai pas essayé. Mais voir dedans, c'est autre chose et non. Moi avant c'était le foot. Ah ouais? Ah ouais, quand j'étais petit je me disais je peux réussir dans le foot. Mon grand frère il faisait du foot, Une tête de foot donc aussi. Ouais. directement. Du coup directement je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans mais ça prenait pas. Du coup après basket direct. Du coup, chacun de vous, est-ce que vous pouvez me dire vous jouez quel poste? Moi, je joue ailier fort. Je suis meneur. Ok. Et Moi toi? pareil il est fort. En toute honnêteté, en toute objectivité, c'est qui a le poste le plus dur à assumer? C'est lui. Ouais, c'est mental. Ah, mais vous savez que le Directement. meneur... Non, c'est sûr, c'est meneur, sûr, c'est c'est sûr. compliqué. C'est malade. Ok, meneur, bah, c'est trop bah, compliqué. pourquoi ça va être le meneur alors? Parce que clairement, tu es le chef sur le terrain. Et si tu n'es pas le chef, c'est comme un orchestre qui est mal organisé. Genre, tout le monde fait son instrument de son côté. Et quand c'est mal géré, ça, même visuellement, c'est pas beau. Ça veut dire que, imaginons, il y a Elohim dans ton équipe et qu'il y a un ailier. Si Elohim il fait une faute, ça peut revenir sur toi aussi? C'est ma faute. Ouais. S'il fait une faute ou il est C'est mal placé sur le injuste. terrain, c'est ma faute. Genre, c'est mon job de le placer quelque part. Genre, je suis littéralement payé pour le placer quelque part. Et c'est quoi les difficultés qu'on peut affronter lorsqu'on est meneur du coup? C'est, Quelque chose, tu sais que tous les meneurs, vous détestez ça, ça peut vraiment vous mettre en rogne. les joueurs qui veulent se donner un genre de star. Il y a des joueurs, parfois, tu peux les conseiller, bon, je vais pas dire les forcer à se mettre quelque part, mais genre les conseiller à jouer comme ça. Mais il y a des joueurs qui vont prendre un niveau dans leur tête, qui vont vouloir faire des trucs qu'ils n'ont jamais fait de leur vie, parce que pour eux, ils estiment qu'ils peuvent le faire, donc ils doivent le faire. Alors que techniquement, non, c'est pas leur rôle. Mais justement, quand t'es meneur, que t'es juste en soi, tu restes quand même juste un coéquipier de l'équipe. Oui, Est-ce que des fois, il peut y avoir des problèmes d'ego où on n'a pas envie de t'écouter parce que t'es mon coéquipier, j'ai pas envie de t'écouter en fait? ça dépend d'où est-ce que tu joues et avec qui tu joues. Genre. Parce qu'à un certain niveau de basket, on est des role players. On est là pour faire un rôle, pour être dans un rôle. Et si tu rentres pas dans ton rôle, ben, je suis désolé, mais tu vas pas jouer. Genre, tu vas bencher toute l'année. Hein, j'ai envie de dire ça. Genre. Et vous, c'est quoi les difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on est un ailier? En plus, c'est le poste de LeBron James. Je pense que l'ailier c'est le poste le plus simple. Ça demande juste de défendre dur, attaquer. T'as les ballons en fin de possession, tu dois shooter. Je pense que l'ailier c'est vraiment le poste le plus simple de tous les 5 en vérité. En vrai, pas totalement. Parce que l'ailier, il doit savoir un peu tout faire. Donc, c'est à la fois simple, mais à la fois compliqué. C'est dans ta formation, en fait, que c'est compliqué. Quand t'es ailier, t'es un entre-deux. Tu sais pas vraiment si t'es intérieur, extérieur. Du coup, je trouve ça compliqué par rapport à ça. Mais c'est vrai que vis-à-vis du meneur qui a beaucoup de pression, c'est vrai que c'est plus simple. Il voit comme ça. Ok, en fait, le meneur, du coup, c'est le poste le plus dur à cause, pas forcément à cause du jeu, de la technique ou quoi, c'est à cause vraiment de la pression, du hors-terrain en fait. Je pense que si, hein, techniquement, quand même. Hein. J'ai l'impression que tu Techniquement, ça l'as demande beaucoup d'être meneur. énormément, clairement. Genre. Parce que ça demande hors du terrain, sur le terrain. Et après, c'est une technique qui se travaille. Quoi. Si tu l'as pas, ça peut être compliqué pour tout le monde sur le terrain. Genre.
Bon. Et c'est quoi les qualités essentielles qu'on doit avoir, les atouts, lorsqu'on est, par exemple, aussi un ailier? Déjà, vous le décririez comment, en fait, votre poste? Polyvalent. Le goût de l'effort, l'athlétisme, parce Ouais, qu'on me demande surtout de ouais. être au rebond, courir, Mm, faire la carotte comme on appelle ça. mm. Donc ouais, je pense que c'est la polyvalence, l'athlétisme le plus compliqué. Ok. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'avant un match, avant que vous jouez contre une équipe, vous analysez l'équipe que vous allez affronter, dans le sens où vous allez peut-être, si c'est possible, regarder des matchs qu'ils ont pu faire, voir un peu qui c'est les joueurs, parce qu'en plus, vous connaissez un peu tous les basketteurs. Est-ce que ça vous arrive de faire ça? Ouais, souvent, bah, pour ma part, avant chaque match, on faisait un scouting. Ok. Et du coup, C'était à quel niveau là, à ce moment-là? C'était en je jouais quelle en espoir catégorie? pro A, Ok. là, les 2 années précédentes. Mm. Et avant chaque match, on regardait quel joueur était à surveiller, Ok. quel système, quel play ils allaient utiliser le plus souvent, quelles sont leurs stratégies. Mm. C'est quelque chose de technique. C'est à un certain niveau, on est obligé de faire ça dans tous les cas. Ok. Du coup, vous savez, d'un point de vue extérieur, lorsqu'on regarde ou qu'on parle un peu de basket, on va beaucoup parler aussi du dunk. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et est-ce que, du coup, le dunk, c'est quelque chose, c'est une action qui est si fréquente que ça? On va le voir à beaucoup de matchs, on va voir beaucoup de personnes savoir le faire, etc. Je pense que ça dépend juste du niveau. Mm. C'est moi par exemple, cette année, à chaque match à peu près, moi je sais que je dunkais Mm. à tous les matchs presque. Et dans le match, il peut y avoir, je sais pas, 6-7 dunks, hein. Ah ouais? Ah Ouais, bon? ouais, par là. Ok. Après, dans des niveaux plus amateurs, il y en a moins fréquemment. Ok. Mais je sais qu'à un certain niveau, un dunk, c'est comme un lay-up, par exemple. Donc, Mais le dunk, c'est une action libre. Je pense pas un coach va mettre dans un système un dunk, non? si, Si, Non, c'est ça, possible. ça, ça Ah ouais? dépend. Genre, après, vraiment, ça dépend de toi. Si toi, tu sens que tu peux le faire, fais-le. Mais en soi, on va plus prioriser un lay-up normal qu'un dunk. Après, si t'es grand, tu fais sa taille à lui, t'es tout seul devant le panier, on va pas te demander de faire un lay-up. Dunk directement, genre. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre voir un dunk en Amérique et voir un dunk en France? Est-ce que ça va être plus fréquent en Amérique? je sais pas si c'est plus fréquent, mais il y en a plus qui savent le faire là-bas, je pense. Ok. C'est là la différence qui est entre la France et les États-Unis. Mais pour ma part, j'ai réussi à faire les deux. Et le changement qu'on voit entre la France et les États-Unis, c'est que là-bas, ils sont largement plus athlétiques que les Français. Genre tu vas avoir des mecs qui vont mettre des dunks beaucoup plus techniques qu'en France, ce qui va beaucoup plus choquer les gens qui sont hors du terrain, genre. Alors qu'en France, on va mettre des dunks normales, des trucs normaux, genre facile. Bon, bah, en parlant des Américains, on va un peu plus parler des États-Unis. La NBA, c'est la ligue la plus célèbre de basket. Toutes les légendes, elles sont passées par là ou sont encore en NBA. Et je pense que quand on est petit, quand on a un enfant, on rêve tous d'être drafté en NBA. Sauf que nous, justement, là, on est français, Ouais. vous êtes des joueurs français. Est-ce que vous pensez que parmi vous, donc vous ou d'autres personnes, des jeunes joueurs de basket français, vous avez un peu l'impression que le fait d'être en NBA, ça reste un rêve lointain. C'est comme si c'était un rêve inaccessible, parce que déjà on parle d'un autre continent, donc juste à cause de la localisation, on peut avoir l'impression que c'est un rêve qui est trop lointain, on rêve trop loin. Franchement, aujourd'hui, je pense que non, parce qu'on peut voir de plus en plus de joueurs qui viennent de France ou même d'autres pays. Ok. Donc je pense qu'il y a 10 ans, oui, il y a 10 ans, ça aurait été un rêve quand même assez lointain, mais aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus accessible. Il y a beaucoup plus de joueurs européens qui, par exemple, Nikola Jokic ou Doncic ou Mbanyama, il y en a beaucoup qui viennent d'Europe. Donc je pense qu'aujourd'hui, la NBA, c'est un peu plus accessible à tous, Mm. finalement. Ok. Et est-ce que vous pensez que le statut professionnel en France, donc pro A, pro B, ils sont un peu sous-estimés, qu'il y a certains qui peuvent être peut-être déçus, qui se rendent pas compte du fait que vas-y, le niveau professionnel en France, ça reste un très haut niveau. C'est pas parce que t'es pas en NBA que t'es un mauvais joueur. Non, jamais. Il n'est pas sous-estimé le niveau? Non, non, non. Ok. Non, moi je pense pas. Même Non. N1, c'est pro en France. En Donc, France, ouais. Et donc, littéralement, ce qu'il y a à dire, c'est qu'il y a beaucoup de mecs mais qui font la Summer League, comme en ce moment, là, ce qu'ils sont en train de faire. Après la Summer League, mais qui n'arrivent pas forcément à se trouver une place dans une équipe NBA, et qui reviennent directement en Europe, ou en l'occurrence, qui viennent en France. Et qui se trouvent une place dans une équipe en Pro B, en N1 ou en Pro A directement. Et là, c'est là qu'ils voient la différence entre les États-Unis, l'Amérique et la France, directement. C'est vraiment deux trucs différents. Moi, je pose cette question-là parce que, comme j'ai dit avant, bah, il y a toutes les légendes qu'on connaît, Michael Jordan, LeBron James, Stephen Curry ou autres, c'est des personnes qui justement viennent de la NBA. Et vous pensez que, en fait, est-ce que vous pensez que le basket, c'est un peu considéré comme un sport d'Américains? Parce que, par exemple, si je prends en comparaison avec le foot,
le foot, tu peux être la légende de ton sport, qu'importe ton pays d'origine, alors qu'avec la NBA, on est obligé de passer par les États-Unis. Il y en a même qui oublient, d'un point de vue extérieur, il y en a qui oublient que la NBA, c'est qu'une ligue parmi tant d'autres. Est-ce que vous pensez que c'est considéré comme un sport américain qui appartient aux Américains, en fait? Moi, je pense que ouais, hein. Ouais, ils l'ont prouvé, hein. Ouais, ils l'ont prouvé, hein. Ils l'ont Ils prouvé. l'ont montré Le- l'été dernier. C'est Ouais. ça. Ils le prouvent, mais Bah, après, après, il y a Bouzélé, ce qu'il a fait sur LeBron James. Après, Ouais, forcément. je pense que ça a Mais ramené une on sait petite qu'il hype était- sur les Français. un dunk, c'est bien, mais ça rapporte pas la victoire, tu C'est vois. ça, ok. On l'a montré, on a perdu, donc après, je trouve que c'est très américanisé parce que c'est eux qui l'ont créé finalement, le sport. Mais je trouve que le basket qu'on propose en ce moment en France, il s'en rapproche. Ah, il est propre, hein. Il est propre. Mais bon, on a encore des progrès à faire en France, je pense, par rapport aux Américains. Mais oui, c'est sûr que c'est eux qui l'ont créé, donc forcément, c'est américain. Bah, regarde, par exemple, là, j'ai comparé avec le foot. Le foot, c'est les Anglais qui l'ont créé. Et pourtant, Lionel Messi, c'est pas un Anglais, mais il a réussi à être la légende de son sport. Après, eux, je pense qu'ils l'ont pas géré comme les Anglais, ils ont géré le foot, tu vois. Eux, c'est vraiment, ils ont créé leur ligue. Et au final, c'est ce qui rapporte le plus d'argent aux joueurs et même aux médias. Donc finalement, c'est plus du business que du sport maintenant, la NBA. même en NCAA, on voit que ça devient plus un business. Maintenant, les joueurs, ils ont des contrats, etc. Mm. Donc, ils Tu préfèrent peux rester. expliquer pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi la La NCAA? NCAA, du coup, c'est par là où passent les joueurs avant de rentrer en NBA en étant draftés. Ok. Et il y a une règle qui a été mise où les joueurs, maintenant, ils ont des contrats. Donc, ils préfèrent rester plus longtemps. Et c'est des contrats qui sont très chers. C'est des contrats avec beaucoup de chiffres. Donc, ils Avec préfèrent NIL. rester. Pardon? Les NIL. Ouais, c'est ça. Du coup, ils préfèrent rester plus longtemps en NCAA pour toucher des gros contrats. Et au final, bah, par exemple, Cooper Flag, c'est un joueur qui a touché un contrat, donc il reste plus longtemps. Maintenant, et c'était pas comme ça avant. Bah, d'ailleurs, il y a un joueur en NCAA que je connais, Dominique Diomandé. Lui, il m'a dit que Wembanyama, il avait rapporté une grosse visibilité sur les Français, sur le basketball français. Exactement. Affirmatif. C'est vraiment vrai. C'est quoi qui vous fait dire ça? Là, le mec fait 2,22 m et arrive à faire des moves que je peux faire avec sa taille et encore plus grand que sa taille, genre. Et c'est ça qui est dingue, c'est parce que généralement, les mecs avec sa taille ne peuvent pas être aussi mobiles. Enfin, ne peuvent pas. Généralement, les mecs comme ça ne sont pas mobiles, genre comme moi je peux l'être. Et il arrive à le faire, genre. Et ça surprend de voir un mec aussi grand faire des petits dribbles comme ça et des trucs très techniques. Et le fait que le mec soit grand, mobile, en soi, il gère bien son basket. Il gère très bien son basket. Et en soi, c'est beau à voir, c'est impressionnant. Ok. C'est un surhomme, en fait, au final. C'est juste un surhomme. Enfin, ouais, mais le truc, c'est que regardez, Wembanyama, après, c'est pas le premier Français à être drafté. Celui qui est le premier, Non. c'est Tariq Abdel-Wahad. C'est pas le premier à avoir fait des exploits en NBA, c'est Tony Parker. Mais pourtant, vous me dites qu'il a rapporté une grosse visibilité sur les Français. Donc, du coup, est-ce qu'en fait, on peut considérer que la draft de Wembanyama, elle a eu plus d'impact que Tony Parker ou pas? Oui. Bah, oui. En fait, c'est compliqué à dire parce que Tony Parker, quand il a été drafté, déjà, il a été drafté haut pour un Français déjà. C'est que c'est un exploit ce qu'il a réalisé quand même. Et puis ce qu'il a fait en NBA par la suite, ça a inspiré des générations après jusqu'à la nôtre encore. Donc je pense que ce que Tony Parker il a fait en NBA sur le long terme, c'est dingue, hein, c'est quelque chose de dingue. Parce qu'il a réalisé des records, il a gagné des titres. Donc finalement, c'est impressionnant pour des Français du coup. Mais ce que Wembanyama il fait, c'est parce que ça touche notre génération directement parlant. Donc je pense que c'est différent, mais je pense que Tony Parker a mieux inspiré notre génération. Ok. Donc je pense que c'est plus marquant, je pense. Ok, donc Tony Parker, pour toi, il a une draft plus marquante. Une draft, non. Celui qui a vraiment apporté le plus de visibilité sur les Français. Là, Ouais, vraiment, les Tony Parker, Américains, ouais. Avec Tony ce qu'il a Parker, fait, ouais, quand même, et son non. c'est Tony parcours, Parker. Ouais, je Tony pense. Parker a fait quelque chose de. Enfin, il a mis bien la France. C'est lui qui a ouvert l'histoire. Il en a vrai. ouvert C'est en vérité, c'est Il ça. a Ouais. mis la- Il a ouvert l'histoire finalement. C'est lui, il a fait ça. Et après, on a Wemby, un alien qui sort de nulle part. Il fait ce que je peux faire. Avec une taille de 2,20 m. Le mec est super grand, Je pense que mais les gens, ils super réalisent mobile. juste pas. En fait, il faut juste réalise pas. voir. Faut voir de ses Ça, propres faut yeux. voir de ses propres yeux. C'est la façon dont il est grand et qu'il fait des trucs Moi, je pense qu'il faut juste être de dans ma son taille. corps pour Ouais, savoir. c'est ça. Il faut juste être C'est dans très son corps dingue. pour savoir. Après, bon, on a un géant ici aussi. Hein. C'est ça. Ouais, mais c'est Ouais, pas on a un pareil. géant aussi. C'est pas pareil encore. Bah, justement, en parlant de la taille, moi, j'ai déjà regardé des matchs de basket en tant que journaliste et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de joueurs qui font moins d'1,90 m. Donc, toi, tu dis que justement, Allen Iverson t'a inspiré par rapport à la taille. Et moi, j'en ai vu beaucoup. Mais ça reste contradictoire avec le cliché qui tourne autour des basketteurs qui sont tous grands, athlétiques. Donc, du coup, est-ce qu'on peut être basketteur professionnel lorsqu'on est petit? Bien sûr.
On peut, mais on va pas se mentir que ça va pas beaucoup t'aider, mais tu peux. Mais il va pas y en avoir des centaines et des centaines qui font moins d'un mètre 90 dans la ligue, genre. En l'occurrence, là, ben, il y en a Dans deux, la ligue, trois là, tu parles de laquelle? de la NBA. La NBA, ok. En l'occurrence, là, directement, on peut voir comme on peut voir là, à la Summer League, il y en a deux, trois qui font moins d'un mètre, allez, 70, un truc comme ça. C'est des exceptions, vraiment des exceptions. Tu dois vraiment être fort alors, en fait. Ouais, c'est ça. Quand t'es petit, en l'occurrence, parce que moi, directement, je suis petit, 1m85, c'est petit dans la ligue, faut que tu aies un bagage de ouf, faut que tu sois vraiment complet partout, faut que tu sois un tireur, faut que tu aies une bonne vue, faut que directement tu aies une bonne concentration. Soit dur en défense, Vraiment. énormément. Faut que tu sois vraiment à 100% partout, parce qu'il faut que tu complètes le manque de taille que tu n'as pas. Et tout à l'heure, du coup, vous avez parlé des exploits que fait Wembanyama par rapport à sa taille. Et du coup, moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi les défauts lorsqu'on est grand? Quels défauts vont avoir les... Parce que bon, dans le basket, on le sait qu'en général, tout le monde est grand, en général. Et du coup, c'est quels défauts vont avoir les basketteurs comparés aux autres sportifs, du coup? Les genoux, le Qu'est-ce qui dos. te fait mal? C'est quoi les défauts? En vrai, je pense que c'est juste ton corps, il est plus fragile indirectement. Ça dépend de ton ossature et de comment tu es fait, mais c'est vrai que tes genoux, quand tu es grand, bah, ils prennent beaucoup. Même ton dos, surtout, aussi. T'as beaucoup mal au dos? Ouais, moi, j'ai beaucoup mal au dos. Après, les genoux, Dieu merci, j'ai pas eu trop mal. Mais après, sinon, il y a des problèmes de cheville aussi, des problèmes de hanche, de mobilité, du coup. Du coup, ça peut poser problème. Mais bon, je trouve que notre génération à nous, elle s'en sort mieux que les anciens, quand t'es grand et quand t'es petit. Pourquoi? Je pense que c'est juste une question de visibilité. Genre, comme on regarde les autres faire, je pense qu'on s'habitue mieux à comment on est censé jouer. Je pense que c'est juste une question de regarder. Ça veut dire qu'on nous dit dans le basket que tout le monde doit être grand, mais ça peut être un désavantage. Par exemple, si je mets Wembanyama ici et Isaiah Thomas, quel Isaiah Thomas, comment il va avoir l'avantage en fait sur Wembanyama? En vrai, là, il n'y en a même pas Il n'y a finalement. pas d'avantage, hein. L'écart, il est trop grand. Tout ce qu'il va faire, il va se faire arrêter, hein, parce qu'il va essayer de partir au aller, puis il va attraper la balle. Il va même pas le bâcher, il va attraper la balle. Il va essayer de le tripler. Après, en vrai de vrai, on va pas se mentir, là, en 2024-2023, on a des meneurs, même depuis des années, on a des meneurs qui s'arrivent à être très techniques. Et donc, du coup, des mecs comme Wembanyama, on arrive à les attaquer. Ça peut être compliqué, mais on peut réussir à les attaquer quand même. C'est pas, Ouais. qu'il croit pas qu'il est. Ouais, c'est ça. Genre, quand même, c'est pas. Faut pas tranquille. abuser, Tu tranquille. peux marquer sur lui parce que, grâce à ça aussi, quand tu es grand, le point positif pour nous, les gens petits, c'est qu'on est rapide. Et donc, du coup, on peut facilement, directement, les emmener d'un côté, finalement, marquer de l'autre. Ou encore, comment dire ça? Leur mettre grand flotteur en soi. C'est pas tout le temps qu'on peut le faire, mais parfois on peut le faire en soi. Mais ouais, la rapidité sur un grand, ça peut être super efficace. Même carrément, c'est même le point numéro 1. Tu as énuméré les défauts du grand. Est-ce que dans la formation française, on vous forme en fait à travailler sur vos défauts individuels? On vous aide dans le développement individuel ou on va vraiment plus se concentrer sur l'aspect collectif? Je pense qu'en France, enfin en Europe surtout, je pense on est beaucoup axé sur le collectif. Mais je pense que comme c'est en train de changer, il y a une nouvelle vibe en Europe, je pense qu'on commence à plus travailler sur l'individuel, oui. L'individuel, oui. Toi, est-ce que dans un entraînement, le coach il va te prendre à part, enfin il va prendre à part un peu les grands pour leur dire ça, tu dois faire ça, pour lui dire que tu dois faire comme ci, comme ça, comparé aux autres qui sont un peu plus petits que toi? En soi, pendant l'entraînement collectif, non, enfin oui et non, parce qu'il ne va pas être surtout axé sur une personne en particulier normalement. Il est censé être axé sur tous ses joueurs. Mais pendant l'entraînement individuel, du coup, normalement, il est censé être plus porté vers toi. Et donc il y a des entraînements individuels. Ça va, on travaille sur l'individualité. On travaille quand même en France. Ok. Il y a Mais- beaucoup plus de coachs personnels qui sont développés au fil des années, ouais, donc ça arrive beaucoup plus maintenant. Mais tout à l'heure, pourtant, vous avez évoqué un sujet qui est quand même intéressant. Aux États-Unis, on remarque que les jeunes, ils sont quand même beaucoup plus, je sais pas, mais en tout cas, ils sont plus athlétiques que les jeunes en France. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque à la formation française pour faire naître des vrais sportifs? Je pense que c'est. En fait, je sais pas vraiment ce qui manque, mais je pense que là-bas, c'est une ouverture d'esprit parce que eux, ils font pas du basket comme nous, en France, on fait du basket. Eux, ils font plusieurs sports en même temps, en fait. Là-bas, ils font du football américain, ils font du baseball, ils font du basket, et tout ça en même temps dans la même saison. Du coup, en même temps qu'ils sont à l'école, pendant une période, ils vont faire du baseball, après, ils vont faire du football américain, et après, en général, ils finissent par le basket. Ça dépend des écoles, mais quand tu fais un autre sport, tes appuis et ton athlétisme,
il change. Du coup, parce que tu as l'habitude de faire des choses que tu fais pas au basket. Du coup, moi, je pense que en France, c'est ça qui nous manque. On est trop axé sur le basket même et on travaille pas assez physiquement encore, je pense. Ou alors, on devrait avoir une ouverture d'esprit. Tu veux dire quoi par ouverture d'esprit, en fait? Mais je pense que en question d'ouverture d'esprit en France, c'est surtout que la France, c'est pas le meilleur pays de sport comparé à l'Amérique, où l'Amérique, c'est vraiment directement dès que tu es Ah, c'est ça jeune, aussi. on te met dans le sport, etc. En France, c'est plus un loisir, alors qu'en Amérique, ils cherchent à vraiment s'en sortir grâce à ça, parce qu'on sait que là-bas, c'est compliqué. Donc, en France, je pense qu'on considère plus ça comme un loisir. Ok. Et vous avez déjà pu échanger, je pense, avec des basketteurs américains. C'est quoi la perception qu'ils ont des Français? Ils nous voient comment, nous, les joueurs de basket français? Enfin, On est nuls. Ouais, ah bon? c'est ça. Pour les Ouais. Américains, nous sommes nuls. Ils sont méchants. Ils sont fous, les Américains. En fait, pour les Américains, on est. Il y a les Américains et il y a les Français, genre. Genre, ils nous calculent vraiment que pour Paris, la ville de l'amour, la ville de la baguette. Mais vous avez dit que Wembanyama, il avait donné une Ah oui, vidéo sur oui, les oui, Français. mais Wembanyama, c'est Wembanyama. On n'est pas tous comme Wembanyama après. Genre, si tu viens, tu fais pas de trucs de fou, tranquille. Mais après, en vrai de vrai, on commence à beaucoup plus s'installer. Genre, nous, les Européens, que Français, les Européens en Amérique, on commence à vraiment montrer ce qu'on sait faire et ils commencent vraiment à pas être paniqués, mais à vraiment nous prendre au sérieux. Mais généralement, quand tu viens dans une JUCO ou dans une université américaine, tu dis que tu es français, on va pas directement dire ah, les Français, les Français, les Français. On va dire oh, un Français, tu penses qu'il va faire quoi le Français? Tranquille. Limite, tu vois, moi, pour ma propre expérience, ça t'arrive que sur le terrain, tu joues, et pour te trash talk, pour parler avec toi, on te parle en français, genre. On essaie oh, qu'est-ce qu'il fait là, le français? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu veux quoi, le français? Et toi, ça va, ça s'est bien passé en Amérique? En vrai, oui et non. Parce que on leur a. En gros, moi, j'étais parti pour des tournois. J'ai pas encore fait une expérience de longue durée là-bas. Ok, ok. Mais de ce que j'ai vu, ouais, les Américains, en vrai, ils nous manquent de respect totalement. En vrai de vrai, faut pas se cacher. Ils nous prennent pas encore au sérieux. Les joueurs, je te parle des joueurs. Après, c'est sûr que les scouts ou les coachs, ils nous prennent plus au sérieux que les joueurs. Parce qu'ils savent que aussi ça joue au basket ici. Mais les joueurs aux États-Unis, c'est du mépris, tu vois, du manque de respect. Du coup, comme il a dit, ils essayent de te parler français, ou en mode, ils te font comprendre qu'en gros, eux, ils essayent d'être supérieurs à toi, quoi. Mais Ok. comme on s'en sort bien, bah, on peut leur montrer que, voilà, quoi. Ouais. C'est pas Ils sont- n'importe comme ça. Ça dure, genre, peut-être ça dure peut-être 5 minutes. Une fois que le Ils mec, tu l'as ont un niveau envoyé. Ah oui, surdimensionné, oui, oui, Ouais, bien sûr, bien ouais, sûr, bien ouais. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils se C'est prennent les pas pour, Américains, en ils fait. se prennent pas Exactement. pour n'importe qui. Leur livre d'histoire, déjà, il n'y a que eux, je pense. Ça veut dire, bon, si on revient sur le sujet de la formation, là, on va parler aussi du mental, parce que c'est très important quand même pour un sportif. Est-ce que ça va, vous travailler sur le développement mental ou c'est plus, vous êtes plus livré à vous-même en France? Je pense qu'on est livré à nous-mêmes, hein. Il y a certains clubs, mais pas beaucoup en France, qui ont un préparateur mental, un coach mental, quoi. Sinon, dans ta formation initiale, t'es pas censé avoir, en France en tout cas, t'as pas de coach mental. Moi, je pense que ça pourrait être un bon Aux plan. États-Unis, il y a une Je préparation crois pas, mentale? c'est pas dans Non. pas dans Attends, tous les niveaux, je pense. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que en France, on va pas t'apprendre ça. Et même, je pense qu'il n'y a pas énormément de sports où on t'apprend directement comment ça se passe ton sport mentalement. Je pense que ça va être plutôt être dans un point de vue personnel. Genre, est-ce que personnellement, toi, en tant que sportif, tu vas essayer de parler avec des gens qui ont vécu ce que toi, tu veux vivre pour voir comment ça se passait mentalement? Ou est-ce que tu vas parler avec des psychologues directement qui peut essayer de te prendre en charge pour voir comment ça se passe? Mais pour en arriver là, faut vraiment vivre des choses, hein, vraiment. Parce que je pense que si tu es au niveau amateur ou encore directement, tu es encore en National 2 ou National 3, le mental va pas autant péter que ça. Mais si tu montes dans la ligue en Pro A, Pro B ou N1, ouais, ça va commencer à être dur. Bah, par exemple, moi, des choses qu'il faut travailler, savoir comment gérer, etc., bah, il y a la concurrence. Ça fait partie aussi du hors-terrain. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de concurrence dans le monde du basketball déjà amateur? Est-ce qu'on sent qu'on est dans un environnement très concurrentiel? Ouais. Ouais, ça peut Même arriver. en amateur? Oui, même en amateur. Ok. Ça peut dépendre du club, mais parfois on peut te faire comprendre que t'es pas à ta place, que si tu veux jouer, tu dois mériter ta place et que même parfois comme Quand ça, il tu y a dis des on, tu préférences. parles de qui? Certains joueurs, certains coéquipiers, on peut dire ça, on te fait comprendre directement que j'étais là avant toi, donc je vais rester là et toi tu peux partir finalement. Et j'ai vécu ça l'année dernière, quand je suis parti aux USA. J'ai eu la chance de faire un tournoi. En fait, là-bas, c'est vraiment concurrence partout, toute l'année. Parce qu'en fait,
il y a des mecs, en vrai de vrai, ils sont payés pour être sur le terrain. Et donc, du coup, il y en a, imaginons, on va être dans une équipe, on va être 10 dans l'équipe. Il va en avoir un. Il va pas être super fort, mais vu que c'est le fils de quelqu'un, ou vu que c'est un mec top 5, enfin, il a 5 étoiles directement sur ESPN, genre, il va vouloir se battre avec toi parce que vous avez le même poste. Et c'est ça qui est dingue, parce qu'en fait, vous êtes plusieurs sur le même poste, et si, en vrai de vrai, toi, t'es pas meilleur que lui, ben lui, il va jouer à ta place toute l'année. Et genre, si tu montres pas à l'entraînement, ou genre, tu montres pas au coach quand il va te laisser jouer un match que tu es meilleur que lui, ben, malheureusement, tu vas rester sur le banc beaucoup de temps sur Mais l'année, est-ce que genre. vous pensez que c'est quand même peut-être un minimum nécessaire d'avoir cette mentalité-là, d'écraser Oui, ton c'est important. coéquipier? C'est très important. Si tu l'as pas, tu te fais écraser. Tu es d'accord? Ouais, Clairement, genre. normal. Quand vous dites écraser, c'est pas de coups bas non plus, juste avoir cette Ça peut mentalité-là. dépendre de la personne, en vérité. Même On au peut vous niveau. faire tomber à l'entraînement, des choses comme ça Oui, peut arriver? oui, ça peut arriver, oui, bien sûr. Clairement. Waouh. Comme je t'ai dit directement, vous êtes, allez, maximum 3 au même poste. Donc si maintenant dans les 3 mêmes postes, un tel se blesse, il reste plus que toi. Moi, j'arrive pas en fait à m'imaginer que quelqu'un va blesser son coéquipier, la personne avec qui tu es tous les jours. On en a fait. tous le même objectif, c'est pour ça, on a tous le même objectif, donc Bon, en vrai, c'est pas ton camarade, ils vont genre, c'est pas ton ami, ton Lui, coéquipier il en a général. blessé quelqu'un. Pour dire ça, je suis désolée. Il a blessé quelqu'un. Non, carrément, c'est l'inverse. Ah, on t'a blessé? Non, mais je pense pas que ça a été fait exprès, mais ça arrive souvent à l'entraînement. De cette année-là, moi, de ce que j'ai vu, il y a eu beaucoup de coups bas. Alors, des coups de coude dans les côtes, c'est ça. coups de coude dans la gorge, Wow! même dans le visage. Non, même Dans des le pieds. visage? Ouais, des pieds, ils traînent et tout par terre, tu sais pas. Ça peut arriver très vite, hein. Franchement, le basket, même mentalement. Même aussi, mentalement aussi. Là, faut travailler mentalement pour savoir Ouais, gérer bien ça. sûr. Donc, je pense que dans le niveau amateur, quand tu joues pour le plaisir techniquement, je pense pas que ça arrive. Mais quand tu arrives au niveau où techniquement tu es payé pour jouer, mais si tu joues pas beaucoup, en vrai, je pense que tu vas pas aller loin. En fait, tu es là pour jouer. Mais si tu joues pas beaucoup parce qu'il y a un autre mec à ta place, ben, tu vas faire en sorte de jouer. Enfin, tu vas faire en sorte de trouver toutes les micmacs pour pouvoir jouer. Et c'est là que mentalement, ça prend le dessus. C'est C'est dur là hein, quand même ce que vous dites. T'es obligé d'avoir du vice, mais malheureusement, dans C'est ce le monde du sport. sport. Obligé, tout le monde, vous êtes sûr et certain qu'obligé, il y a sûrement un basketteur qui a eu des petites pensées comme ça, qui s'était dit que. Je pense que ça arrive à tout le Le monde. vice, il Oui. est- Vous aussi. Quand Moi, quelqu'un il là, court quand en je dis tous, je contre-attaque, parle de vous aussi, ça ouais, veut dire- nous aussi, ouais, quand quelqu'un il court en contre-attaque, tu te dis, quand il saute, peut-être je le casse, ça peut arriver dans la tête, mais Ah oui, il y a beaucoup de mecs comme ça. Tout le monde au dunk, Ouais. il laisse pas dunker. Il y en a beaucoup trop même, il y en a même trop. il y en a qui arrivent à garder leurs pensées dans leur tête, il y en a qui Ils agissent. s'extériorisent leurs pensées. Ça se voit sur leur visage. Il y en a juste qui cassent la jambe, hein. Du coup, là, on va un peu parler de la perception du basketball en France. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont prêtes à se réveiller à 2 heures du matin pour voir les LeBron James jouer ou 4 heures pour voir Stephen Curry jouer. Sauf qu'avant, lorsqu'on était au collège, moi, j'ai le souvenir que lorsqu'on était petit, ceux qui regardaient du basket ou qui faisaient du basket, franchement, ils étaient vus comme ceux qui voulaient trop faire les ricains. Parce que du coup, les autres, ils voulaient jouer Bien au foot. sûr. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça a toujours été comme ça changera jamais. On a trop Ah, souffert. même maintenant, vous trouvez? Même, Moi, je même trouve qu'il y a aujourd'hui, ça beaucoup- continue. bien Moi, sûr. justement, j'allais vous demander, est-ce que vous trouvez pas qu'il y a eu une évolution de Oui, il y a- l'intérêt des Français Il y a pour plus de gens qui envers sont le ouverts à basket? ça, mais il y en a beaucoup qui vont dire, ils vont voir que tu t'entraînes sous la pluie, ils vont dire, mais les Lakers, ils vont pas venir te recruter, hein, tranquille, mais tu fais pas ça pour que les gens ils te voient, tu fais ça parce que tu as besoin de t'entraîner, et il pleut, tant pis. Mais vous trouvez pas qu'il y a eu, du coup, plus de personnes qui s'intéressent au basket maintenant? Oui, bien Il y a sûr. plus de Français qui s'intéressent? Ouais. Si, je Depuis les réseaux sociaux, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Depuis que les réseaux sociaux ont vraiment aidé à la propulsion du basket directement, il y a énormément de personnes qui les réseaux sociaux et les petites séries qui se sortent sur Netflix. Qui Ah m'intéressent ouais? Quelle série? Je vais regarder. Le 5 majeur directement sur Netflix. Il y a eu quoi? Il y a eu Swagger aussi. C'est sur Canal, mais c'était pas mal. En fait, ils font des bons trucs qui font que les gens, ils ont envie de jouer, regarder du basket. Ils voient des gens dunker, des gens crosser, des gens tirer. Ça hype en vrai, c'est normal. Ah, ça, t'es en mode, oh, c'est ça le basket. Les grands joueurs comme LeBron James, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, ils ont contribué au fait que, bon, les gens, ils ont commencé à vouloir s'intéresser. Bah ouais, parce que comme LeBron James, par exemple, à chaque fois qu'il va dans une autre ville, la ville, elle connaît un boom marketing de malade. Donc ça veut dire, en vrai, mais dans tous les cas, le basket, maintenant, c'est devenu un sport, mais beaucoup de business. Donc forcément, le business, ça fait des vues. Donc forcément, tout le monde regarde un peu, quoi. Et vous trouvez qu'il y a des choses dans la culture américaine qui sont venues en France, qu'on a commencé à adopter grâce au basketball? Les mecs qui parlent anglais sur le terrain. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça là, c'est un fléau.
Ah, c'est dingue. Non, en vrai, dans tous les cas, dans le basket, vu que c'est un sport américain, il y a du vocabulaire anglais. Mais il y en a, ils abusent. Dès qu'ils te parlent, c'est en anglais. On est en France, genre, faut parler français. Mais ça peut arriver, tu peux parler anglais. Mais il y en a, ils sont dans un film. Et même hors basket, il y a des choses il y a des gens, par exemple, qui font pas du basket, ils savent même pas, mais c'est venu grâce justement au basketball. Je pense juste le flow, déjà, le vestimentairement parlant, le flow des basketteurs, en vrai, tu le reconnais dans la rue, hein. Je pense que tu le reconnais. Ah bon? Ouais, C'est bah oui. quoi? En général, c'est quoi? C'est jogging large, sweat, Démarche nonchalante. démarche Ça, nonchalante, c'est super important gros pour sac. eux. Tu vois, en mode, en basketteur, tu vas le reconnaître dans la rue. Même au niveau des chaussures aussi, tu vas le voir en général. Ah oui, bah oui, les chaussures avec les Jordan, du coup. Ouais, je pense. Ouais. Même tout ce qui est Air Force. Il y a beaucoup, en vrai, il y a beaucoup Les Air de. Force aussi? Ouais, Air Ouais. Force. C'est beaucoup mis, hein. Ok. Bon, maintenant, on va parler un peu des catégories en France, parce qu'il faut qu'on comprenne un peu, parce que des fois, on se perd. On se perd vraiment. Par exemple, est-ce que toi, tu peux expliquer, tu as dit que tu as été en pôle espoir A, c'est quoi le pôle espoir en fait? Moi, j'étais en espoir pro A. Ça veut dire, en gros, c'est U21, mais élite. Genre, y a pas plus haut niveau en France. Et du coup, bah ouais, voilà, c'est juste le plus haut niveau français, en jeune en tout cas. Ok. Bah, du coup, j'ai confondu, c'est-à-dire avec le pôle espoir, et le pôle espoir, c'est quoi? Pour l'espoir, c'est quand t'es petit, je crois que c'est en U15, je crois. T'es considéré comme des meilleurs joueurs de ta génération. Du coup, on te met au pôle espoir. En gros, c'est un sport-études. Genre, c'est comme un mini centre de formation, du coup. Et bah, tu fais tes études là-bas, tu t'entraînes là-bas. Ah, mais c'est pratique, oui. Ah C'est oui, c'est pratique. beaucoup plus pratique. Tu es plus axé sur la facilité. T'as pas de trajet à faire comme certains on a pu le faire. C'est plus pratique et t'as plus de moyens de t'en sortir pour être pro là-bas en tout cas. Et c'est là-bas, du coup, qu'on voit les Ou- prospects de la draft, C'est c'est ça. là-bas? Ok. Voilà. Ok. Et est-ce que vous pouvez énumérer chaque étape à franchir pour pouvoir un jour être pro dans la Ligue nationale de basketball? Depuis petit, on passe par quelle catégorie pour aller jusqu'au niveau professionnel? Tu peux commencer partout. Enfin, ça dépend. Genre, faut que dans ta vie, tu passes par Pôle Espoir. Après de passer par le Pôle Espoir, on va direct que ce soit directement un sport pro B ou un sport pro A. Dans le meilleur des cas, Espoir, INSEP. Après l'INSEP, tu restes dans le chemin pro. Après le pro, ben, généralement, quand tu sors de l'INSEP, tu finis soit pro, soit directement, tu es, dans une très très bonne équipe, voire N1, où tu changes de pays, mais pour être pro quelque part d'autre. Genre. Donc là, on est sûr que tous les pros, pro A, pro B, ils sont tous passés par l'INSEP? Non, Non. pas tous passés par INSEP, mais Ça aide. tout le monde est passé par un pôle espoir, genre. Ok. Un pôle espoir, un pôle qui, on t'apprend la vie de pro, ben, ce qu'il a vécu, effectivement. Est-ce que vous avez l'impression des fois que on n'aide pas assez peut-être les jeunes basketteurs à franchir l'étape professionnelle? Ouais, je pense. Je pense que je sais pas pour vous, mais je pense que c'est juste une question d'opportunité en vrai. Ça dépend d'où est-ce que tu es et ce que tu fais. Genre, en l'occurrence, tu peux sortir de nulle part comme ça. Tu es parti dans un club, on t'a vu et tu dis ah, Par exemple, à la draft, comment il marche en fait le système de draft? Comment on peut voir justement qu'il y a des Français qui ont pu se faire repérer et aller jusqu'en Amérique? généralement, ça arrive depuis que tu es petit. En fait, il faut que tu aies les caméras sur toi depuis que tu as peut-être, je sais pas, facile 14 ans, 15 ans. Donc Koulibaly, Alexandre Sarr, Sissoko, il y avait tout le temps les caméras sur. Koulibaly, je vais pas Non, dire qu'il a ouais. de la, Il est passé un peu sous les radars, un peu, hein, ouais. c'est vraiment sous les radars, mais vu qu'il y a eu la lumière de Wembanyama directement, et vu que Koulibaly est rentré, parce que je crois que dans son ancienne équipe, il y a un gars qui s'est blessé, il a pris sa place, et il a très bien Ça pris sa revient, place. Genre, comme je dis. Peut-être c'est lui qui l'a blessé. non, On sait peut-être. pas, on Ben, sait pas. comme je dis, il a pris l'opportunité, il y a un mec qui s'est blessé. Juste après ça, il a réussi à très très bien jouer directement sur le terrain. Donc du coup, le coach après à lui faire confiance. Donc du coup, il a laissé sur le terrain même après que le mec soit revenu de blessure. Et après, il a très bien joué. Et après ça, il y a encore eu l'opportunité de. Le fils à LeBron James est venu sur Paris, ouais, Bronny avec Bryce sont venus sur Paris pour un tournoi. Et c'est lui qui a défendu directement sur son fils. Et il a très très bien défendu sur lui. Et il a un peu vu sa lumière pendant le tournoi, parce qu'il a très bien joué aussi pendant le tournoi. Et c'est là que tout le monde l'a vu. Parce que vu qu'il y avait le fils à LeBron James, donc beaucoup de caméras sur le tournoi, et ben donc du coup, c'est là qu'on a commencé à le voir, on a commencé à dire, mais attends, c'est qui lui? C'est qui? Et après ça, ben, Wemby, il est parti en NBA, il s'est fait drafter.
Puis après, on a Koulibaly qui avait fait une très grosse saison. Et juste après cette très grosse saison, il a décidé d'être drafté. Et ils ont dit, bah, ok, on y va. Donc il peut y avoir des cas où c'est de la chance. C'est de la chance, ils ont été au bon endroit, au bon moment, et on les a pas forcément suivis depuis petit. Ouais, je pense que c'est mieux de dire ça, genre. Tout est une question d'opportunité dans le basket en réalité Exactement. maintenant. J'espère que vous aurez des opportunités, hein. Merci beaucoup. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de la visibilité aussi sur la Ligue nationale de basketball, donc la LNB? Est-ce que vous trouvez qu'elle est beaucoup visionnée à l'international? Elle est beaucoup visionnée, hein. Plus qu'on ne le pense alors. Oui, moi je pense que oui. Parce que même quand on regarde, même en Pro B, rien qu'en Pro B, il y a beaucoup de joueurs de Pro B déjà qui sont regardés par des universités américaines. Parce que par rapport au temps de jeu qu'un jeune peut avoir en Pro B, eh ben, c'est peut-être plus intéressant pour lui qu'il aille dans une université en Amérique ou dans un autre pays directement pour aller jouer au basket et être payé, du coup vivre de ça. Parce qu'en France, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore tous les jeunes, je dirais, une opportunité pour intégrer le groupe pro facilement, jouer, avoir des minutes. Même au niveau du salaire, c'est encore compliqué en France, mais c'est À beaucoup partir de quand regardé. on est payé en France? À partir de ouais, centre de formation. Pour Hein. l'espoir? Ah bon? Ouais, Ok. il y a des joueurs qui commencent à toucher des petits salaires pour s'insérer dans la vie. Mais ouais, je pense que pour moi, le basketball français, surtout ces dernières années, est beaucoup plus regardé et apprécié, je pense, des étrangers. Est-ce que des fois les Européens, par exemple, là pas que les Français, mais les Européens, ils peuvent ressentir une frustration vis-à-vis des Américains parce que vous savez, les Américains, comme on a dit, ils ont un ego surdimensionné et ils vont beaucoup s'autoproclamer meilleur ailier, meilleur joueur ou autre, alors que, comme j'ai dit tout à l'heure, la NBA, ça reste qu'une ligue parmi tant d'autres, comme l'Euroleague par exemple. Et ils n'ont même pas joué contre le meilleur joueur de l'Euroleague, mais ils vont quand même se proclamer comme ça. Donc est-ce que vous pensez que les Européens, il y a une frustration qui existe, il y a peut-être de l'envie envers justement les joueurs américains? Techniquement, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, un mec qui a fait la Summer League, qui n'arrive pas vraiment à s'intégrer dans une équipe NBA, donc du coup, son agent va le réorienter vers l'Europe. Il va arriver en Europe, il va arriver en Pro B. Les Français vont voir un Américain arriver. L'Américain va arriver, va bien sûr les dominer, parce que c'est pas tout le temps que ça arrive, mais en l'occurrence, l'Américain, quand il arrive dans une équipe française, il domine. Ok. Et quand directement, Automatiquement, tu penses? pas auto. Il y a des cas, Tout dépend. ouais, tout dépend. Il y a des cas, il peut dominer, franchement. Il y a des cas, il domine pas totalement, mais il domine quand même. Et donc, du coup, avant que lui arrive, il y avait des mecs à sa place. C'est-à-dire que lui, il a pris la place de quelqu'un. Sauf que le mec qu'on a retiré de la liste pour que l'Américain arrive, là, il va être un peu frustré parce que c'est un mec plus fort que lui qui arrive. Et lui, il aura moins de temps de jeu, mais il va essayer de se battre pour pouvoir récupérer le temps de jeu qu'il a perdu. Et là, ça va être franchement lui contre l'Américain. Mais aussi en général dans le monde en fait. Est-ce que les Américains, on trouve pas qu'ils ont un peu du toupet de se proclamer comme meilleurs joueurs quand la NBA n'a pas joué contre les autres ligues? Bah en fait, Après, c'est leur mentalité, ils sont comme ça. Ils Ouais, sont mais faut la directement nés changer. comme ça et Et Yabusele, pour moi, il a fait quelque chose de bien bien en sûr, dunkant sur pas les seulement James. Yabusele, la France, Moi, ils il ont m'a fait quelque chose choqué, de bien, ils franchement. ont fait un excellent parcours. Les Américains, tout ce qui manque, tout ce qui est, on va dire malade, ça. Mais les Américains, ils sont beaucoup dans le match vu, genre, ils vont être nonchalants, tranquilles, comme ça, ils vont se ramasser. Genre, ils vont te regarder de haut, genre. Ça dépend de ce que tu fais et à quelle place tu es, mais ils font vraiment ça pour les caméras, genre. Est-ce que c'est pas ça, du coup, qui font que, bon, la NBA est plus regardée? si, du coup, si. C'est quoi les différences quand je regarde un match de NBA et un match d'Euroleague? Spectacle. Ouais, le spectacle. En NBA, c'est très 1v1, c'est très système player. Alors qu'en Euroleague, on va plus se baser sur des tactiques. Où c'est vraiment toute l'équipe qui va participer, il y a plus de défense de zone, etc. C'est rare en NBA qu'on voit des défenses de zone. Ça arrive un peu plus depuis quelques années, mais c'est vraiment très rare. Alors qu'en Euroleague, ça arrive plus souvent. On voit beaucoup plus de joueurs toucher le ballon, etc. Donc, En ça Euroleague, il va. n'y a pas de spectacle? Si, Si, c'est spectaculaire. il y en a beaucoup. Mais la NBA, c'est vraiment C'est créé vraiment pour le axé spectacle sur ça, finalement. ouais. Même les règles aussi en NBA, c'est pas enfin, il y a les mêmes règles parce qu'on joue au basket, mais c'est pas les mêmes règles. Déjà, Il y a quoi comme règle qui diffère avec l'Euroleague? par exemple, dans la raquette, on n'a pas le droit de rester, Ah, même ok. en défense. Ok. Le hand-checking, ouais. Donc on n'a pas le Hand-checking, t'as pas le droit de toucher. Du coup, en gros, l'aide, elle vient beaucoup plus tardivement, voire elle vient pas du tout, du coup, parce que, en gros, en NBA, si t'as passé ton joueur, automatiquement, tu vas marquer, t'es au panier, du coup. Et même, le terrain, je crois qu'il est plus grand, la ligne à 3 points, elle est plus loin, donc le jeu, il est plus espacé. En fait, il y a plein de trucs en NBA qui fait que
t'es là pour le show. En gros, quand tu viens regarder un match NBA, tu sais que ça va être spectaculaire. Après, en saison régulière, malheureusement, du coup, ça défend pas totalement. Ouais. Ça défend vraiment beaucoup aux playoffs, par contre. Et là, je pense que c'est là qu'on peut comparer la NBA à d'autres ligues, comme du coup, l'Euroleague pour moi. Ouais. Et du coup, c'est pas le même basket, entre guillemets. Ah, c'est carrément peut-être un même deux sports différents, carrément. Pas Pas forcément, exactement. mais je pense que les règles NBA sont plus axées pour aider l'attaquant à marquer pour qu'il y ait plus de spectacles. Ouais. Ok. Ah, en fait, dans une équipe NBA, on va plus donner. Le système peut être autour d'un seul Ouais, joueur, en fait. ouais. Ok. James Harden, par exemple. Les clés du camion, tout. Ouais. Système Johnny. Ok. Ah Johnny ouais, fait le tour de la raquette, il prend 2 écrans, Johnny il a la balle, il marque. Et en Euroleague, ça va plus être collectif. Ouais, c'est ça. Mais il peut avoir des situations comme, vu qu'il y a beaucoup d'Américains qui arrivent en Euroleague, donc du coup on essaie de jouer comme eux pour pas trop les perdre. Mais c'est ça qui différencie aussi beaucoup la NBA directement de l'Euroleague, c'est qu'il y a énormément d'Américains qui arrivent en Euroleague, mais qui sont rapidement perdus parce que arriver de notre côté, enfin de l'Atlantique directement de notre côté, il y a énormément de systèmes. Et de leur côté, à eux, genre, il y aura pas tout ça, tous ces micmacs de systèmes. Là-bas, eux, c'est un contre un, tu joues, en l'occurrence, il va y avoir 3-4 systèmes. Nous, en l'occurrence, on va en avoir, je sais pas, ouais, on va avoir un livre de systèmes et un système pour la défense, un système pour l'attaque, un système pour Johnny, un système pour, je sais pas, pour l'intérieur, pour lui envoyer la balle, pour que lui ait la balle, pour qu'il marque plus facilement. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui arrivent de l'Amérique pour arriver en Europe et qui prennent beaucoup un temps d'adaptation, genre 1 an, 2 ans, ils vont jouer, je sais pas, en Grèce, ils vont jouer, je sais pas, en Turquie, ou ils vont jouer en France pour s'habituer avant d'aller dans leur vrai niveau, vraie équipe, genre. Bah, c'est plus technique alors. Vraiment. L'Euroleague, c'est plus technique. c'est plus Ok. tactique. Bah, on a vu que Bronny, le fils de LeBron, il était chez les Lakers, il a joué avec son père. Vous pensez que ça, c'est justement pour le spectacle ou en soit il le méritait quand C'est même? tellement pour le storytelling pour moi. La NBA, c'est la NBA, ça reste du business, et la NBA aime beaucoup les histoires. Ouais. Tout ce qui est historique, tout ce qui est flagrant, tout ce qui on va se souvenir de la NBA. Donc, du coup, bien sûr que oui, ça devait arriver, ça. Je pense que même quand il avait 12 ans, c'est sûr que ça allait arriver, ça. Ah ouais? Oh, les autres, ils sont désavantagés alors. Bah, en vrai de vrai, on peut pas mentir sur le fait qu'il a un certain niveau. Quand même, Bruni, il est fort. Après, il a eu forcément peut-être des passes droits, tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, c'est sûr que ça l'a avantagé. Mais pour moi, quand même, c'est du storytelling. Qu'il soit drafté dans la même équipe que son père, Lakers. c'est une chance tout le monde rêve de ça finalement. Mais ouais, mais quand tu regardes même le système de draft et tout, c'était sûr. En gros, ils ont laissé faire ça, quoi. Donc, Ok. En Euroleague, on n'aurait pas vu ça, par exemple. déjà, c'est pas le même système. L'Euroleague, c'est pas des drafts. C'est plus, voilà, c'est comme un mercato, entre guillemets. Genre, c'est un système de trade. En gros, un joueur va là-bas, un autre va ici. Du coup, il y aurait pas eu ça. Mais la NBA, c'est un autre système. C'est pour ça qu'on n'aurait jamais vu ça en Euroleague ou même en LNB. Il y a quoi comme autre événement qu'il y a eu où vous vous dites, franchement, c'était que pour le spectacle, que pour le storytelling et c'est pas du tout. Le All-Star Game, c'est un week-end spécialisé vraiment sur des choses qui sont spectaculaires. Le concours à 3 points, le concours de dunk, ça, c'est vraiment des choses que tu vois. Il y en a en Euroleague maintenant aussi, mais c'est vraiment un événement qui a été fait pour le spectacle. Même si ça fait des années qu'ils commencent à perdre un peu de valeur, puisque les gens ils sont un peu lassés des règles du All-Star Game, etc., du fait que les joueurs ils jouent plus énormément. C'est devenu vraiment un week-end spectacle. Ok. Et le Paris Basket, le fait que ça soit beaucoup mis en avant, enfin même carrément dans cette équipe, il y a aussi des joueurs qui font parler d'eux, comme Nadjirifi. Est-ce que vous pensez que Paris Basket, ça a fait que les gens s'intéressent plus à la LNB en France? Je pense que ouais. Connaissent et s'intéressent parce que d'un point de vue extérieur, comme je vous ai dit, il y en a qui pensent que la NBA c'est la seule ligue au monde. Bah, ceux qui connaissent vraiment le basket et qui suivent un peu, pour moi, c'est forcé de constater que c'est respectueux ce qu'ils font Paris Basket parce que le club, il a commencé en Pro B, je crois. Ouais, il a commencé en Pro B déjà pour commencer. Donc, déjà, c'est pro, mais c'est pas, on aurait jamais, moi, je pensais pas que quand le Paris Basket a été créé, qu'ils arriveraient à là où ils en sont. Là, ils sont en Euroleague, ils sont pas mal classés en Euroleague. Depuis un an, là, je crois. Depuis un an, très bien placés en Euroleague même, je dirais même. Donc, ce qu'ils ont fait en quelques années, c'est une grosse ascension. Et après, il y a des choses qui les aident, comme la localisation, déjà, c'est Paris, déjà. Et même, genre, je pense que le budget aussi, pour un club français, comme du coup Paris, ils ont beaucoup de budget.
Donc forcément, ils peuvent faire venir de gros joueurs pour compléter l'effectif. Genre, c'est la petite NBA à Paris, genre. Et c'est ça qui est bien. Mais je pense que c'est pas que grâce à eux. Il y a d'autres clubs en France où... Je pense que Paris Basket s'est inspiré de d'autres clubs en France pour être ce qu'ils sont actuellement. Ok, comme lesquels? Je pense que l'Asvel et Monaco, c'est deux gros clubs français en pro. Donc je pense que Paris Basket se sont inspirés d'eux pour créer pour créer leur bulle à eux-mêmes, je pense, et du coup à faire ce que là maintenant du coup ils font en France. Et vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il y a une touche américanisée, qu'on a l'impression qu'on est en NBA, etc. C'est ça qui est bien. Genre, le fait de ramener ça à Paris, enfin, le fait de ramener ça en France, c'est pas mal. Et il y a quoi qui fait que ça soit américanisé? Il y a quoi comme L'ambiance. Ouais, L'ambiance que tu ressens dans le gymnase, l'ambiance que tu as quand t'es vraiment dedans le gymnase. Genre, dans le gymnase, t'es vraiment genre, t'es vraiment intéressé par ce qui se passe sur le terrain. Et le speaker qui parle, la musique, les danseuses, la lumière, euh, les gens qui te parlent, plus les maillots qu'on te donne, plus toutes les petits goodies qu'on te donne pour te faire penser, pour te faire jouer, enfin, pour te faire jouer, pour te faire, pour te mettre dans l'univers vraiment de Paris Basket. C'est ça qui te dit, ah, mais ça de base, quand je voyais ça, c'était qu'à la télé. Et vous trouvez que c'est peut-être dommage de s'inspirer, de devoir automatiquement, encore une fois, s'inspirer de la NBA pour pouvoir faire vendre? Non. Non, je pense pas, parce que c'est eux qui ont créé le basket finalement, donc c'est leur univers à eux. Donc si on joue techniquement à leur sport entre guillemets, on est obligé de s'intégrer comme eux entre guillemets. Sinon, il aurait fallu créer une énergie française, mais je pense qu'on l'a pas assez développée. Je pense encore. Tu dis qu'on est ringard, c'est ça? Non, je dis pas qu'on est ringard, mais je pense que c'est comme par exemple aux États-Unis, le football, eux ils appellent ça soccer. Par exemple, ils n'ont pas notre identité à nous. Ils n'ont pas Paris, ils n'ont pas Marseille, ils ont pas tout ça eux. Donc je pense que comme nous on a le basket, comme eux ils ont le foot, bah c'est notre énergie comparée à la leur quoi. Donc je pense que c'est juste comme ça que ça devrait se passer finalement. Ok. Ok. Bon. Question pour finir. C'était quoi votre réaction quand Doncic il a été transféré chez les Lakers? J'ai vu bon, peut-être la vidéo de 3 jours après, quand elle a fait montrer son téléphone, cassé en deux. Parce qu'en fait, avant ça, je crois qu'avant qu'il se fasse drafter, j'ai vu qu'il avait acheté une maison, je crois, une- au-delà de 20 millions, un truc comme ça, qu'il avait acheté, très très cher. Il a acheté une maison et on apprend qu'il a été drafté, genre peut-être pas une semaine après, genre qu'il a acheté la maison. Ah! Non, ça c'est mal pour le coup. Genre, la seule peine de cœur que j'ai eue, c'est juste pour la maison qu'il venait d'acheter. Genre. Ouais, c'est ça. Je pense que franchement, il a l'argent pour. Ah, Ouais, c'est pour compliqué, hein, commencer. c'est compliqué de revendre une maison de jeunes. Mais comme là, je crois que Neymar, quand il joue à Paris, ben, il avait acheté une maison. Puisqu'aujourd'hui, la maison, elle n'est pas vendue. Ah, Très ah. dingue. Parce qu'aujourd'hui, la maison, elle n'est pas vendue, alors que Neymar, ça fait un moment qu'il était là, genre qu'il avait fait sa maison. Et très dingue. Et donc, du coup, je me dis, ah, pour récupérer l'investissement sur sa maison, ça va être très, très, très lourd. Après, bon, je pense qu'il a dû le récupérer au jour d'aujourd'hui. Ouais. Mais. Ouais, facilement, en un contrat, ouais. En un Ouais. contrat, je pense que ouais. Non, moi je pense que c'est juste pour la franchise. En soi, bah ils avaient, en vrai les Mavs en vrai c'était Doncic en vrai de vrai. Donc quand tu regardes, le mec prenait, bah après il prenait le ballon, mais ça il gagnait quoi. Donc finalement moi c'est pas pour la maison en réalité que genre ça m'a choqué, c'est juste genre la franchise avait besoin de lui quoi. Et puis je pense que le trade il a pas été bon pour moi. Après c'est ceux qui gèrent ça, ils doivent voir tu vois. Après, il y en a beaucoup qui sont de ton avis. Hein. Je pense Donc, ouais. bon, Ouais, bien sûr. Je pense que Il même la les a emmenés en majorité est de mon avis, finale. je pense. Ça faisait un bon duo avec Kyrie, donc je pense que s'il avait réussi à régler, je pense que s'il règle ses problèmes de santé, il peut atteindre le niveau qu'il avait il y a 2-3 ans physiquement. Mais je pense que trader un aussi grand talent sur ces 10 dernières années pour un problème physique, je trouve ça énorme quand même. Ok. Mais c'est pas que physique, même c'est genre juste c'est l'éthique de travail, mais c'est aussi ce qui dégage en gros. Genre il prend beaucoup le ballon, il prend beaucoup le ballon quand même, mais le truc c'est qu'il les fait gagner. Donc finalement, quand en mode t'es quelqu'un qui gère une franchise NBA, t'es censé, si t'as pris un joueur à la draft, t'es censé quand même genre accepter ce qu'il fait, même s'il te fait gagner dans tous les cas. Après c'est que mon avis. Après il y a des peut-être ça fâche tout ça, mais pour moi, s'il est fort comme ça, t'es censé le garder. Ouais. Après, bon, après ils ont chacun- récupéré le premier pick, ils ont eu Cooper Flag. On va faire croire que c'est le hasard et que oui, ils auraient dû récupérer le premier pick, mais je pense que c'était quelque chose qui était préparé en vrai de vrai. Moi, je pense même pas que c'est du hasard, il a raison. Je pense que c'est juste
calculé, moi, je Ouais, pense. c'était bien sûr que c'était calculé. Bah, après, il avait l'air surpris lui-même. Vous dites ça, vous dites qu'il savait qu'il allait être drafté. Non, c'est ça les joueurs, ils savent pas Tra- quand ils sont transféré. draftés. Les joueurs, C'est ça que c'est ça que j'allais dire. l'agent, il dit, Soit ouais, on tu vas à t'appelle tel et endroit. voilà. Bah, c'est arrivé à Derrick Rose quand il s'était fait les croisés Oui, oui. 2 ou 3 ans après, je crois. Les joueurs, ils savent pas. Et Kevin Mais, Durant récemment, non ouais, Oui, aussi, oui, À oui. Houston. Dans la même atmosphère. Interview directement. Il était comme ça T'as en l'appel. interview en ouais, plus. c'est ça. Lui, il savait pas, mais Au calme, il retourne à la maison. moi, je trouve que c'est quand même dur. T'apprends par quelqu'un d'autre que tu vas à un autre endroit, tu dois changer de fac, tu peux plus Bah, voir non. ta famille, etc. Lui, il devait Non, pas mais savoir eux, et... ils ont pas ces problèmes-là. En vrai, ils ont les sous quand même. Hein. Ouais, mais Ouais, tu l'as fait déménager en vrai. de vrai. maintenant, je pense que si ton enfant, il est pas d'accord, parce que Chris Paul, ça fait longtemps qu'il a pas eu ses enfants, par exemple. Ça y est, les enfants, ça y est. Ouais, après, je C'est eux pense qui ramènent que l'argent à la maison. ça, je pense que c'est une autre histoire, mais Ouais. moi, ça doit être compliqué de, par exemple, si t'es tradé 3-4 fois Oui. en 2-3 saisons, ça devient compliqué d'à chaque fois Ouais. changer d'endroit, te réhabituer à l'atmosphère, parce que, Ouais, même rien que la vibe de la ville, déjà, rien que ça give pas pareil. Et même, genre, ouais, en vrai, non, si, parce que moi, je pense que la famille aussi, pour le mental d'un joueur NBA, c'est important. Hein. Comme des joueurs comme par exemple, Jimmy Butler, il est attaché à son père, par exemple, ou même ses enfants. T'as pas envie de déménager. T'es quand même un homme, genre, t'es un être humain. Donc forcément, tu penses au bien de ta famille. Après, bon, c'est sûr que c'est pas eux qui ramènent l'argent à la maison. Donc finalement, là où on t'envoie, tu vas aller finalement. Mais je pense que je comprends quand ça les déplaît. Ils en parlent, ils se plaignent beaucoup des conditions dans lesquelles ils sont en NBA ou ils autre. osent pas, parce que Tu peux pas te plaindre de ça. Si Ouais, tu tu plains de peux ça pas. directement, on va te dire ah ouais, t'es pas content à la maison? Ok, vas-y. Adam Silver, il va Adam faire en sorte que Silver, il tu... va- Il y en a qui a fait Out. ça récemment. Dennis Out. Schroeder, ouais. Dennis Schroeder, Ça il avait dégage. fait ça. Hein. Ouais, il s'est plaint, il a été trade directement, et en vérité, tu peux rien dire. Carrément, je crois qu'il s'est fait trade. Après, il a dit ça. Parce qu'en gros, lui, Dennis Schroeder, il a fait beaucoup de franchises NBA. Et il a dit, en gros, il est pas d'accord avec comment le fonctionnement il fonctionne. Il a dit, c'est de l'esclavage moderne. Ouais, c'est ça. Après, c'est un mot fort, tu vois, c'est des mots forts quand même, mais Après, on parle, ouais, c'est sentiments en soi. ouais, c'est ça. Plein de choses que tu dois accepter, au final, tu peux pas parler parce que t'es pas une superstar. C'est pas genre, LeBron, il se fera jamais trader ou en allant dans une équipe où il veut pas. Ah, vous Huitième pensez joueur de que l'équipe. LeBron James, Stephen Curry, ils ont quand même, Bien sûr, bien sûr. personne ne les touche, eux. Même en vrai, Kevin Durant, c'est lui, il décide de là où il va finalement. C'est vrai que pendant l'interview, tout le monde était choqué en mode oh, tu vas quelque part. Lui, t'es en mode ouais, moi je savais pas. Je savais où est-ce que j'allais aller. Mais j'avais une petite idée où est-ce que j'allais aller. On m'a dit ouais, on va me trade bientôt. Peut-être, c'est pas sûr, mais t'inquiète. Et vous, si demain ça vous arrive, vous êtes en NBA, c'est ce que je vous souhaite, ce que je vous souhaite tous, hein, et que le lendemain vous êtes en interview avec moi, parce que je vous interviewe en NBA, parce que je suis maintenant journaliste NBA, et d'un coup vous faites drafter. Vous faites transférer. J'espère que j'aurai pas acheté une maison déjà. Tout court. Ou même, j'espère que je serai tout seul. J'aurai pas quelqu'un à emmener ou qui doit changer d'endroit avec moi, ce serait compliqué. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ja Morant, genre lui, bon après il a sa fille, mais il a pas une femme, il est pas, je pense, dans un foyer. Ouais, c'est oui, ça. Donc ça veut dire que lui, ça peut être un peu plus facile pour lui. Ouais. Faut être comme KD, faut rien avoir. Ouais, lui, il a pas de femme, pas Lui, d'enfant, c'est rien bien. du tout. Ouais, Ouais. pas d'attache. Rien du tout. Après, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est ça. Tu vis mieux comme ça, genre. C'est ce qu'on a dit, c'est du business, c'est comme ça que ça fonctionne. Spectaculaire aussi. Ouais. Ouais, en vrai, on peut dire ça comme ça. Ok. Bah, merci beaucoup les garçons. J'espère t'en qu'on se prie. reverra en NBA. J'espère aussi. Merci. Voilà. Ah, bravo, c'est trop bien. Ah, c'était intéressant, vous avez dit plein de choses là, je suis contente. Là, je sais déjà qu'est-ce que je vais.